Bonsoir, André Markovitch. Vous avez traduit des grands chefs-d'œuvre de la littérature russe depuis le Guy Dégord, le chant épique du XIIe siècle. Oui. Et évidemment, les grandes œuvres qui sont plus proches de nous, comme Eugène Onegin de Pouchkine, où vous avez traduit l'intégralité du théâtre de Tchekhov, celui de Gogol. Françoise Barrois. Voilà. Aussi, on dirait presque les œuvres complètes de Dostoïevski. Pas les œuvres complètes. Je n'ai pas voulu traduire les lettres et les articles. J'ai traduit toutes les œuvres de fiction. Voilà, donc c'est votre choix. Aussi, tout récemment, vous avez traduit Maître et Marguerite. Ah, toujours avec Françoise Barrois, oui, absolument. C'est un travail tout à fait remarquable. C'est-à-dire que, en fait, c'est un chemin. Moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans avec Efimit-Kind sur Pouchkine. Et toute enfant, enfin, comment dire, à la langue maternelle russe, et qui s'intéresse un peu à la littérature ou qui veut écrire, c'est que la seule chose qui compte, c'est Eugène Onegin, et que de toute façon, il n'y a rien d'autre sur Terre. Et donc, mon but a toujours été de traduire Eugène Onegin, ou en tout cas de vivre à côté de Pouchkine, disons ça comme ça. Et en fait, voilà, c'est plus ou moins ça que j'ai fait. J'ai en fait essayé de travailler autour d'une bibliothèque. Oui, j'entre ici, et je regarde ces livres, et en fait c'est très étrange parce que je me sens chez moi. Mais pas chez moi au sens où chez moi, là où c'est normal que je sois. C'est-à-dire dans cette atmosphère où il y a plein, où les murs ne se voient pas. Où on voit partout des livres. C'était comme ça chez Efimit-Kind, c'était comme ça aussi dans un appartement, dans une chambre d'un appartement communautaire à Leningrad, où vivaient ma grand-tante et ma grand-mère, qui est en fait au centre de toute ma vie. Et donc, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait de traduire, c'était pas la littérature russe, c'était un certain nombre d'auteurs de Pétersbourg et un certain nombre d'auteurs qui étaient dans la bibliothèque de ma grand-tante et de ma grand-mère. Et j'ai eu cette chance de pouvoir organiser mon travail d'une façon, c'est-à-dire, je n'ai pas pris de commande. Un traducteur, généralement, prend des commandes de tel éditeur, de telle chose. Est-ce que vous voudriez traduire tel auteur et puis tel autre? Et pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est toujours moi qui, d'une façon ou d'une autre, ai proposé. Et ça s'est construit petit à petit par cercle concentrique, par spirale, autour de Pouchkine, en fait autour de Pétersbourg, autour de Gogol, Lermontov, les romantiques russes, Pouchkine et Dostoïevski. Et cette spirale continue. Le dernier livre que j'ai fait paraître aux éditions Incultes, c'est une traduction de Gilgamesh, traduit du russe, traduit Nicolas Goumilov. Par Goumilov. On connaît que Akhmatova a participé. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est un livre, un tout petit recueil, que moi j'avais dans mon enfance, parce que ma grande-tante l'a acheté en 1919 quand il est paru. Et c'est ça qui m'intéressait. Voilà, c'est ce Gilgamesh-là qui m'intéressait. Après, j'ai eu cette chance, pour Gilgamesh, c'est une anecdote, mais c'est une anecdote importante pour moi, j'ai eu cette chance de pouvoir trouver le livre d'un érudit français, Paul-Édouard Dorme, qui a servi à Goumilov pour faire sa traduction. Et donc, j'ai travaillé sur ces deux livres, l'un publié en 1907, l'autre en 1919. Et je remarque entre parenthèses que cette traduction de Goumilov, parue en 1919, n'est reparue que l'année dernière, en 2019. Pour des raisons évidentes. Voilà. Et c'est quand même extraordinaire, ça. Donc voilà. C'est-à-dire, petit à petit, les cercles se sont, élargis, retrouvés, mêlés, redispersés. Sachant qu'en plus,
ne distingue pas les genres, c'est-à-dire je traduis sur la prose, la poésie et le théâtre indifféremment. Donc on voit que c'est très cohérent. André Markovitch, vous êtes le mieux placé pour nous situer dans cet immense paysage de la littérature russe. Quels sont les 5 livres que vous recommanderiez à lire à notre lecteur francophone? Ou c'est peut-être une tâche impossible? C'est une tâche impossible. Oui, évidemment Onegin. Évidemment Onegin. Évidemment Onegin. Et Onegin. Et Onegin. Et vous avez 5 livres. Au sens que c'est une encyclopédie de la Au sens russe. que, d'abord ça. Après, chacun... ça serait pas bien que je dise quels sont les 5... Je ne pourrais pas dire quels sont les 5 livres que je préfère. Ce serait pas possible. Peut-être que ça serait des... Enfin, j'en sais rien. Non, je ne pourrais pas dire ça. Mais... Alors, on change la question. Mais non, c'est-à-dire, en fait, si on regarde à l'inverse, hein, Жизнь и судьба, Vie et destin, Le Maître et Marguerite. Bien sûr. Mais donc, on parle de la prose, enfin des romans. Les Karamazov, Guerre et paix. Bon, voilà. Ça, c'est les livres qui, pour moi, sont... Mais ça veut pas... Vous comprenez, c'est absurde, 5. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je comprends l'absurdité de la question, j'ai oublié de m'excuser. Mais c'est-à-dire que, vraiment, ça, c'est pas des livres que, comment dire, que tu peux lire, c'est des livres que tu peux relire. C'est ce genre de livre que... Enfin, bien sûr, on les relit tous les 10 ans, ou je sais pas, mais c'est pas ça. Tu ouvres une page et tu restes là, et puis voilà, quoi. Peut-être aussi une forme courte. Pourquoi pas Lermontov? Vous avez traduit La mort du poète. Non, sinon, bien sûr, mais après, imaginez-vous, j'ai pas cité Pouchkine, Tchekhov. C'est invraisemblable. Et là aussi, il est impossible de choisir une pièce. Il faut ni une pièce, ni une nouvelle. C'est l'étudiant. L'étudiant. Comme nouvelle, l'étudiant. Et que pensez-vous du mot noir, Tchernimar? Bien sûr. Et on l'a traduit, François, c'est bon, vous savez. Voilà, bien sûr. Mais vous me dites une. L'étudiant. Voilà. Ça, c'est une nouvelle à pleurer, quoi. Et je pense que d'une certaine manière aussi, vous répondez à cette question par le choix des auteurs russes dans vos propres éditions, car vous dirigez aussi les éditions Mesure que vous avez créées. Alors, c'est une chose un peu étrange qui nous est arrivée. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, Françoise et moi, on travaille ensemble depuis longtemps, et on a cette chance de... elle relit ce que je fais, moi je relis ce qu'elle fait. Des fois on travaille ensemble, je veux dire qu'on signe ensemble, des fois non. Bon. Et on se posait la question, mais combien de livres on a fait dans notre vie? C'est le genre de conversation comme ça sur le bilan d'une vie. Et on est arrivé à un certain nombre. Et après on a dit, et combien de livres est-ce que sont épuisés ou ne sont plus disponibles, et combien sont inédits? Et on y est arrivé, et pour elle et pour moi, quelque chose comme 70. Et on s'est dit, bon. Et puis il s'est trouvé qu'il y a une chose qui est très importante, et dans la culture russe, et pour nous. Et c'est peut-être ça aussi qui, en profondeur, nous lie, Françoise Morvan et moi, c'est l'idée de maison. La notion de dôme est fondamentale. C'est encore Pouchkine qui l'a en quelque sorte énoncé en posant l'opposition entre les deux, comment dire,
comment on dit en français, stichie, ça n'existe pas, entre les deux éléments premiers au moteur de la vie en Russie. D'un côté, l'Empire, l'histoire, qui peut être terrible, grandiose, monstrueux, mais qui n'est pas humain, qui ne prend pas en compte la vie de la personne. Et de l'autre côté, le foyer, dôme, la maison. Et ça s'exprime dans le fait que la langue russe a deux mots opposés pour parler de la liberté. Le premier mot, c'est svoboda, qui est la liberté politique, et qui en fait n'a jamais existé en Russie, jamais. Et il y a un autre mot fondamental, volia. Volia, c'est la liberté intérieure, c'est le principe vital finalement, ça se traduit aussi par volonté. Mais bon, c'est très important, ça, cette notion dans la mouette, mais enfin bon, bref. Et voilà, la maison. Et à partir d'un certain moment, on a voulu avoir notre maison. Et donc on a créé une maison à titre, enfin, comment dire, d'une façon anecdotique, mais pas anecdotique, sur la vente de l'appartement que j'avais acheté à Pétersbourg pour essayer de remplacer l'appartement communautaire qui avait disparu. Et un appartement dans lequel, pour plein de raisons, je n'ai finalement pas pu vivre. J'en parle dans le livre qui s'appelle L'appartement, chez un culte. Voilà. Et bon, cet appartement a été vendu. Et je me retrouvais avec des sous que, comment vous dire, que j'aimais pas. Parce que c'était un argent qui était issu d'une rupture radicale. Après la vente de l'appartement, je me suis dit que je ne retournerais plus en Russie. Et voilà. Et donc j'ai voulu faire quelque chose de bien, j'allais dire. Voilà. Après, il y a une autre chose. Arrivé à l'âge qu'on a, on a envie d'être libre. Je pense que la vertu première de l'âge mûr, disons ça comme ça, c'est ça. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. On veut rien. On veut juste être libre. Faire ce qu'on pense devoir faire. Et le faire le mieux, pas le mieux, mais dans les conditions les plus... les moins pires possibles. Et donc c'est ça qu'on a fait. On publie... Alors, nous sommes trois, parce que François Devers nous aide, et Dieu sait que c'est essentiel, parce qu'il nous aide pour l'administration, pour le transport des choses et tout. Enfin, bref, c'est fondamental, qui avant s'occupait de la librairie du Club. Nous sommes deux, Françoise et moi, à initier les projets et à écrire, quoi. On fait des livres à 500 exemplaires, qui sont tous numérotés et signés. On les donne à quelques libraires et on les vend. Je veux dire qu'on ne fait pas de dépôt. C'est très important de ne pas faire de dépôt. Ça veut dire que le libraire est obligé de s'impliquer dans la vente du livre. Et on ne fait pas de dépôt pour plein de raisons, mais une des raisons est que, comme les livres sont numérotés, on ne peut pas se permettre qu'un livre soit abîmé, parce que du coup, le numéro... Bon. Du coup, ça change le rapport avec les libraires. Ça change le rapport avec les lecteurs. Et puis, on a aussi imaginé une façon de diffuser les livres par abonnement. Comme une espèce, je dis ça souvent, mais comme une espèce d'AMAP. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, mais tu sais d'où ça vient. Et les gens, ils vendent comme ça des haricots ou des pommes de terre. Et bien, pourquoi ils ne vendraient pas des livres ? Réellement, on travaille sur notre travail, sur nos 40 ans de travail. Et on se dit, voilà,
Bon, vous avez lu dans notre traduction Tchekhov ou Maître et Marguerite, mais vous ne connaissez pas, par exemple, Ilias Danievitch. Eh bien, lisez Ilias Danievitch. Ou bien le théâtre de Leonid Andreev, vous ne le connaissez pas. Voilà. L'année prochaine, imaginez-vous, on va publier une pièce de théâtre de Evgeny Chirikov. Qui se souvient de Evgeny Chirikov? Les spécialistes de l'âge d'argent en Russie. Oui, et voilà, une pièce sublime, Ivriy, extraordinaire pièce. Là, en mai, on va publier les œuvres de Kari Unksova, qui est une poétesse sublime, qui n'a jamais rien publié de son vivant, naturellement, et qui a été assassinée en 83 par le KGB, et dont j'ai eu cette chance que le mari, à l'époque, m'a confié un manuscrit. Et il a fallu tout ce temps-là, ce qui est tout à fait terrible, c'est comme ça, la vie est comme ça, pour qu'on publie un recueil qui s'appelle Россия в лете. Et d'ailleurs, ce titre est extraordinaire, parce que Россия в лете, est-ce que c'est la Russie en été ou c'est la Russie dans le l'été? Et c'est pour ça qu'on a traduit la Russie l'été, pour qu'on ne puisse pas savoir. Il y a peut-être aussi une connotation leta comme donc le fleuve d'oubli. Mais exactement, le l'été ou l'été, oui, c'est exactement ça, oui. exactement ça. Et donc, et c'est un livre mais sublime, extraordinaire, qui va paraître aux éditions Mesure en avril-mai. Mais il existe déjà, bon, voilà. Et donc, là, on publie les 12. Tout d'un coup, je me suis vu capable de traduire les 12. Donc, voilà, des choses comme ça. Et puis, en même temps, on publie le travail de Françoise. Et ses traductions, et son travail littéraire en prose ou en poésie. Et le mien aussi. Et voilà. Et on essaie de voir comment ça marche. Et c'est très surprenant, mais attendez-vous. Là, il y a du bois. On peut toucher du bois. On peut tout à fait toucher ouais, du ça bois. marche. Enfin, ça marche. Attends, pour l'instant, le monde ne s'est pas écroulé. Et donc, finalement, vous avez remarquablement répondu au sujet des 5 livres, 55 livres qu'il faut lire. C'est-à-dire qu'à vos abonnements, vous les envoyez vous-même. Exactement. Et 5 livres. Absolument. Tu nous donnes 100 € et tu reçois dans l'année 5 livres. Alors, en gros, au début, on dit les titres, mais ça ne vous dit rien, parce que la plupart des lecteurs, ça leur dit strictement rien. Mais chaque livre est fondamental pour nous. Et s'il est fondamental pour nous, on est absolument persuadé qu'il peut être fondamental pour un lecteur. C'est aussi ça, cette espèce de chose. Si j'aime quelque chose, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut l'aimer. Et finalement, le travail du traducteur, c'est ça. En gros, être un traducteur, c'est dire ça. J'aime quelque chose que tu connais pas, tiens,